Bonjour, bienvenue dans Sans Concession, une émission que l'on va réaliser à Marne-la-Vallée. Pourquoi Marne-la-Vallée? Vous le voyez derrière moi, parce qu'on est au siège de Honda France. Et pourquoi Honda France? Eh bien parce que l'on va parler endurance et de l'association entre Honda France et TSR FCC. Alors, au menu de l'émission, eh bien, on va vous parler historique, puisque vous verrez que Honda France et l'endurance, ça ne date pas d'aujourd'hui. On va parler également, grâce à David Dumain, on aura une interview de Fujisan qui est le chef d'orchestre du projet. On vous présentera également le personnel de Honda France qui est impliqué dans ce projet et dans l'équipe qui tourne en championnat du monde. On fera ensuite une différenciation entre la moto d'origine et la moto d'endurance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une machine qui gagne? Et enfin, eh bien, on conclura l'émission avec Fabrice Rocoq qui est le directeur de la division moto et qui nous parlera un peu prospective et vision du futur sur cette Fireblade et sur le marché des hypersportifs. Sans concession, Honda France FCC, c'est parti, suivez-moi, c'est tout de suite. Bonjour Sébastien. Bonjour Eric. Merci de nous accueillir. Bienvenue chez Honda France. Le coude. Allez, tac. Oh, ouais. On est reçus comme des rois, regardez. On suit un protocole strict, comme tu peux l'imaginer. J'imagine bien, ouais, le distributeur de gel hydroalcoolique. Seb, merci de nous accueillir. En tout cas, c'est ce que je disais là avant de rentrer. Donc, on est à Marne-la-Vallée, c'est le siège de Honda France. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Alors, le siège ici a été créé en 1981. Et l'importation de Honda a débuté bien avant et ça remonte aux années 60 et nous étions à Bagnolet. D'accord. Donc là, on est évidemment dans le hall d'accueil, donc on a une vision un peu périphérique des produits. Bon, la voiture, bien évidemment, la moto, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Et même les équipements de jardin, comment on appelle ça? Équipements de jardin? Produits d'équipement, oui, équipement de jardin si tu veux, je pense que tout le monde va le comprendre. D'accord. Comment vous êtes répartis? C'est un étage par discipline? Oui, c'est à peu près ça. On a donc les trois divisions, produits d'équipement, automobile et la moto, bien entendu, plus les services support, informatique, ressources humaines. Et nous sommes effectivement sur 2 étages et un rez-de-chaussée où nous avons toutes nos salles de réunion. Voilà. D'accord. Combien de personnes travaillent en permanence ici? Alors avec le contexte actuel un petit peu moins, compliqué aujourd'hui. On alterne avec une partie en télétravail. Sinon, nous sommes à peu près 120 chez Honda France. Ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin en compagnie de Sébastien. On va rentrer dans les locaux et vous allez voir un truc assez sympa. Allez, je t'emmène. Donc alors là, tu m'emmènes où, Sébastien? Allez, je te propose de passer à l'atelier moto. D'accord, l'atelier moto où vous avez le parc presse, c'est ça? Effectivement, on a toute la flotte de motos et de scooters pour la presse et je vais te montrer comment ça se passe. C'est par ici. Ah, d'accord. Bon Seb, là on vient de traverser l'atelier voiture, j'ai bien reconnu, ce sont bien des voitures Honda. Quel coup d'œil. Et ici donc, j'imagine, atelier moto. C'est ça, nous sommes dans l'atelier presse moto, donc ici sont stockées et contrôlées toutes les motos qui partent pour les essais presse. D'accord. Bon, ce que je te propose c'est d'enlever nos masques puisqu'on a une certaine distanciation qui nous est fournie par le Forza 750. Ça c'est de la nouveauté. We are the unstoppable ones. The hard workers, the contenders, the go-getters, and the Lionhearts. We don't accept limits, and failure is never an option. Effectivement, on a annoncé ce nouveau Forza 750 à la presse, au monde entier, j'ai envie de dire, et à nos concessionnaires. Au monde entier, n'ayons pas peur. Oui, soyons fous. Soyons ambitieux. Ici à l'atelier presse, justement, vous gérez combien de motos à l'année? Alors, le parc, c'est environ 50 motos, 60 motos en permanence, mais qui se renouvellent plusieurs fois parce que les motos n'arrivent pas en parc au même moment, forcément. Et on a aussi des phénomènes comme, par exemple, avec ce Forza 750, où on va avoir une dizaine de scooters qui vont arriver en même temps. On va les garder le temps de faire le lancement presse avec toute la presse, et puis ensuite, on va en garder 2 ou 3 voilà, pour les essais à venir suivant le lancement. Ok, généralement, c'est ça, vous gardez 2 à 3 modèles de chaque, famille. On va dire que sur les modèles prioritaires, on est entre 3 et 4. Et sur les modèles un peu plus confidentiels, on garde 1, 2 motos.
Bon, on a vu l'atelier. Maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes pour la suite de la visite? Moi, je veux bien suivre le guide, mais on va où maintenant? Allez, on continue. Je te propose d'aller au centre de formation. Allez, c'est à gauche. D'accord. Donc Je laisse là, rentrer. on est dans un atelier. Pas encore celui qui nous concerne, pas celui de la Honda Fireblade d'endurance, mais c'est un atelier. Alors, c'est lequel atelier? Alors, on est à distance suffisante, Allez. on va enlever les masques. Enlevons les masques. Donc ici, c'est quoi? Nous sommes dans l'atelier de formation technique. Donc, c'est par ici que tous les techniciens du réseau Honda France Moto passent pour être formés sur les technologies, sur la mécanique Honda. Derrière toi, je crois que cette machine-là, elle n'a jamais eu de DCT, elle n'a jamais eu d'ABS, ni quoi que ce soit, ni d'injection même. C'est la RCB 1000 d'endurance. Effectivement, et ça fonctionnait bien quand même. C'est une moto qui a fait l'ensemble du championnat 1977 avec Léon et Chemarin. Et bon, c'est une moto mythique chez Honda forcément, et on a le plaisir d'en avoir la possession toute l'année. Alors quand je vous disais l'endurance chez Honda France, ça date pas d'hier, bah, vous le voyez, 1977. C'était au siècle dernier, mon cher. Ça fait quelques années, on n'était pas très vieux tous les deux, je pense. Ouais. Et effectivement, championnat du monde 1977 avec Christian Léon et Chemarin. Ouais, ce qui est impressionnant, c'est de voir aujourd'hui, effectivement, cette machine, elle est toute petite. La place pour le pilote, c'est un truc de fou. La répartition des masses, c'est complètement différent par rapport à une moto actuelle. Et de se dire que finalement, ces motos, elles allaient quasiment aussi vite que celles d'aujourd'hui. Ouais, effectivement, elles allaient quasiment aussi vite. Elles mettaient peut-être un peu plus de temps, effectivement, à y aller. Mais c'est vrai qu'on avait à l'époque des pilotes qui étaient, comment dire, très courageux. Oui, effectivement. pour pas dire téméraire. Et puis, bah, de l'autre côté, là aussi, un pan d'histoire de l'endurance. Alors, c'est une RC30. Ça, c'est un modèle un peu particulier pour vous, cette RC30-là. Ah oui, cette moto-là fait partie des motos mythiques des années 80, 88 précisément. Et ça, c'est un modèle d'homologation. Et on sait que les RC30, voilà, c'était une base qu'on a retrouvée aussi en endurance, avec un palmarès exceptionnel, notamment avec des pilotes comme Alex Vieira. Et c'est vrai que cette moto-là, on est fiers aussi de l'avoir. Elle est dans un état superbe, et il nous arrive de l'emmener sur des événements pour célébrer. Cette RC30 en fait qui est arrivée après la RVF, parce que du côté d'Honda France, vous rouliez avec des RVF. C'était à l'époque de Jean-Louis Guillou qui était le capitaine, comme on l'appelait dans le paddock, avec à la tête du team d'endurance Alex Vieira, Jean-Michel Mattioli, Stéphane Mertens. Il y a eu des belles années, on va dire, avec cette RVF. La fameuse victoire aux 8 heures de Suzuka avec Alex Vieira et Dominique Sarron. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Pour la petite histoire, à Suzuka, la RVF, c'était moins de 140 kg à l'époque. Pour je ne sais plus combien de chevaux, mais Douane, Garner, Sarron, Vieira, ça a fait les beaux palmarès et les belles lignes du palmarès Honda. Effectivement, et cette RC30 a fait beaucoup rêver par ses caractéristiques, sa finition, et il y avait le prix qui allait avec, puisque c'était à peu près 2 fois le prix des motos presque de standard de l'époque. Ouais, et puis ça a fait les beaux jours des concessionnaires, parce qu'on n'a jamais vu autant de RC30 engagés en endurance par les concessionnaires. C'est vrai que à l'époque, c'était une machine prête à courir presque. Exactement, complet client et avec des couleurs mythiques, effectivement. Et aujourd'hui, une RC30 en très bon état, ça coûte un petit peu d'argent. En quelques années, ça a pris une cote exceptionnelle. Machine de collection. Et puis après, bien évidemment, bon, même si vous ne l'avez pas là, il y a eu la RC45, la VTR 1000 avec la fameuse victoire aux 24 heures du Mans en 2000. Tout à fait. Et puis, on va arriver à cette fameuse Fireblade TSR FCC, je crois. Alors du coup, je te propose maintenant d'aller dans l'atelier TSR. D'accord, donc strictement réservé à la course. Ah oui, strictement réservé au staff FCC, TSR, Honda France. Et je pense qu'on va croiser du monde. On met les masques et je te suis. Allez, c'est parti. Enfin, on y arrive. Ça y est, bienvenue. Ouais, donc là, c'est l'antre de l'antre, l'atelier. Exactement. Historiquement, ça a toujours été un endroit où on a préparé des motos, et c'est vrai que ce local était resté disponible avant le partenariat avec FCC TSR, qui est devenu FCC TSR Honda France, et on a récupéré ce local pour en faire le local compétition. Ouais, je vois les trophées derrière, c'est une galerie assez importante. Et puis, Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour. Hello Bruno. Ça va? Très bien. Donc, Bruno, il est là parce qu'il va nous parler de la moto, il va nous parler de l'autre chapitre qu'on abordera tout à l'heure, c'est-à-dire la préparation entre la Fireblade d'origine
et la numéro 5 d'endurance. Mais Sébastien, c'est aussi pour illustrer le côté symbolique de l'implication du personnel d'Honda France, parce que c'est un vrai projet d'entreprise. Ah oui, complètement. En fait, c'est vrai que Honda France a un véritable historique et palmarès en endurance. Et Bruno a connu quelques très belles années. Moi aussi, quand je suis arrivé jeune chez Honda, j'ai eu l'occasion de vivre de grands moments. Et pendant assez longtemps, finalement, on s'est retiré officiellement de cette compétition. Et quand la possibilité nous a été donnée de recontracter avec le team TSR, forcément, on a réactivé des anciennes passions. Et puis surtout, on a été chercher du personnel qualifié pour accompagner ce projet. Alors Bruno, justement, comme le disait Sébastien, toi tu as connu, on va dire, les années d'avant et ce nouveau projet de s'associer donc à TSR FCC. Comment vous l'avez vécu? Ça, j'imagine que, bon là on a gardé les masques parce qu'on est très près, mais j'imagine que la banane, elle allait jusqu'aux oreilles, non? Ouais, effectivement, quand au mois d'août 2017, le président, j'étais avec Fabrice Recoq, et quand le président est venu nous voir pour nous dire, voilà, on a une possibilité, c'est que Honda France soit à nouveau sur le nom sur le carénage d'une moto en endurance, j'étais là, voilà, j'étais revenu de congé et je lui ai dit oui, si on peut, oui, bien sûr, c'est une épopée, on a vécu des épopées grandes et grandioses avec des victoires au Mans, au Bol, etc. Et puis c'est un vrai projet d'entreprise, il y a une grande émulation autour de ce team FCC TSR Honda France. Le lendemain des courses, pendant les courses, puisque le personnel était également à participer au Mans. C'est les courses les moins loin, bien évidemment, mais tout le monde est venu en 2018 au Mans. Cette année, ça n'a pas pu se faire du fait des raisons sanitaires, mais il y a beaucoup d'engouement autour de ce projet. Seb, au niveau dynamique, c'est le top. Quand en plus vous arrivez avec une nouvelle moto comme aux 24 heures du Mans, elle gagne d'entrée alors que c'est le baptême du feu. J'imagine que, comme le dit Bruno, le lundi, c'est pas la peine de vous appeler, vous êtes tous en débriefing. Effectivement, on débriefe assez souvent sur les courses moto, qu'elles soient en tout terrain ou en vitesse d'une manière générale. Là, le fait d'avoir réimpliqué le personnel Honda France, c'est vrai que ça nous motive encore plus. Et comme tu le dis, déjà on a connu en un peu plus de 3 ans 3 générations de Fireblade différentes. Et avec plutôt des beaux succès, un titre de champion du monde, des victoires au Bol comme aux 24 heures moto. Une victoire pour la première participation de la nouvelle moto, c'est forcément très motivant pour ceux qui sont totalement impliqués, mais aussi pour le personnel d'Honda France qui est très fier de voir les couleurs de sa société sur les carénages victorieux. Alors justement, on parlait du personnel qui est impliqué sur ce projet. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit clin d'œil justement au personnel d'Honda France qui est donc impliqué sur le championnat du monde au travers de cette machine. Un petit trombinoscope, c'est parti. Bonjour, Laurent Collier, je suis à la gestion des pneumatiques pour le team FCC TSR Honda France. Bonjour, Laurent Seguin, je suis à la gestion des pneumatiques pour le team FCC TSR Honda France. Bonjour, Ludovic Devos, assistant team manager pour le team FCC TSR Honda France. Bonjour, Pierre Guyot, support pilote pour Josh Hook dans le team FCC TSR Honda France. Bonjour, Bruno Scotniti, attaché de presse pour le team FCC TSR Honda France. Bonjour, Sébastien Pernel, responsable projet FCC TSR Honda France. Voilà, le petit trombinoscope, le petit clin d'œil. Donc j'imagine que vous êtes envié vis-à-vis des autres personnes et de vos collègues de travail. Est-ce qu'il y a une option ou une opportunité de se dire que le staff Honda France peut grossir ? Alors effectivement, on est envié. Il y a plein de nos collègues de la division moto et d'autres divisions qui sont passionnés de moto, parce que Honda France, il y a quand même beaucoup de passionnés de moto, beaucoup de passionnés de compétition. Et tout le monde nous envie quand on revient, quand on part aux courses, quand on arrive dans cet atelier, qu'on nous voit rentrer dans l'atelier. Maintenant, on a tous nos propres métiers, donc c'est du plus. Et c'est pas si simple de pouvoir faire grossir le team. Mais on est envié, ça c'est sûr. Bruno, tu parlais de passionnés. Bien, moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver justement un passionné parmi tous les passionnés au travers de l'interview exclusive qu'a réalisé David Dumain ici même dans l'atelier. C'était la semaine dernière. Et au bout du micro, on retrouve Fuji-san, le team manager du team FCC TSR Honda France. Bonjour à tous, on est dans un endroit très particulier avec un invité très particulier. Yeah, okay. Yes. Bonjour, Fuji-san. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. On va continuer en anglais.
Nous sommes dans un lieu spécial. Vous travaillez sur des motos qui vont courir aux 24 heures du Mans. Vous aimez travailler ici et en France? Ouais, j'aime la France. Mais désolé, ce que j'aime le plus, c'est être ici. Vous êtes ici chez Honda France, dans l'atelier. Ici, on est dans l'atelier de Honda France, dans le garage. J'aime être ici. C'est ma petite amie, cette moto. Vous avez aussi un garage au Japon, un atelier près de Suzuka, je crois. Oui, c'est un peu pareil qu'ici. Alors, quand est né FCC TSR? Je ne me souviens pas exactement l'année. C'était mon père qui a créé cette entreprise. J'étais tout petit. Vous avez gagné à Suzuka. Vous avez gagné aussi, je crois, de nombreuses fois en endurance. Le championnat du monde d'endurance également. Plusieurs courses de 24 heures, et la dernière, c'était justement aux dernières 24 heures du Mans. Oui, j'aime la course, j'aime la compétition. Mais il y a le sprint et l'endurance dans la course moto. J'aime les deux, en fait. Mais l'endurance, c'est la vie, en fait. C'est humain, tellement humain. Et j'aime les humains. Vous avez appris très vite à gérer des longues courses d'endurance. Les 24 heures sont différentes des 8 heures, non? Suzuka, c'est une course de sprint. C'est une course de 8 heures, mais ce n'est pas de l'endurance parce que quand on fait une erreur, c'est fini. Si un pilote tombe, chute, c'est fini. Dans les courses de 24 heures, on peut gagner même en chutant. Oui, on peut revenir. C'est une grosse différence. Et cette année, c'était très particulier, notamment. Il y a eu le Covid, et il y a eu cette pandémie, et tout le monde vit des moments difficiles. Cette saison, il y a eu très peu de courses. On a commencé au Bol d'Or, et c'était en septembre, et on finit maintenant en octobre, donc c'est fou. Ce qui est fou aussi, c'est que vous avez gagné aussi avec cette moto, qui est basée sur la nouvelle Fireblade. D'habitude, vous utilisez les nouvelles motos pour les courses de 8 heures, mais maintenant, pour les 24 heures. C'est notre protocole de ne pas utiliser les nouvelles motos pour les courses longues. Mais après les tests, c'était pas mal. On s'appuie sur l'expérience notamment, mais celle-ci pouvait nous convenir. On a fait ce choix avec la nouvelle CBR. Mais vous savez, je peux compter sur beaucoup de gens chez Honda, au recherche et développement, au service racing. Et tout le monde m'a dit que cette moto, et ça pouvait fonctionner, c'est un challenge et qu'elle pouvait amener la victoire. Je rappelle que pour la course des 24 heures, vous êtes d'habitude favori, mais ce n'était pas le cas cette année, car vous avez utilisé cette nouvelle moto. Les spécialistes ont dit que vous deviez avoir un peu plus de temps de préparation avant de remporter une course, mais vous déjouez tous les pronostics en gagnant dès votre première course. C'était une satisfaction sans doute. Mais oui, c'est un peu une science. Hein. Ce n'est pas seulement une histoire de passion ou d'esprit. On a une moto avec du couple, de la puissance, une géométrie, et on a tout compris sur cette moto. On a pris cette moto. Pour la course, on a décidé en décembre de faire ce choix. On a vérifié le moteur, on a préparé toutes les pièces pour cette moto, pour le moteur.
Et Honda a pris d'autres motos, on a comparé, on les a préparées pour le développement de cette moto. Mais on a senti qu'on pouvait le faire. À chaque test, on avançait et puis on sentait que c'était possible au Mans. Regardez, là c'est une machine de compétition. Les deux là sont des machines de compétition. Regardez, c'est similaire à la moto de série. Notre pilote, notamment Josh Hook, a roulé sur cette moto standard. Il a battu des records dessus, avec la moto d'origine, complètement d'origine. Et puis, voilà, au freinage, normalement, il était aussi compétitif que les autres. Quel est le point fort de cette moto par rapport à celle de vos adversaires? Est-ce que c'est l'agilité, la puissance? Qu'est-ce qui fait la différence? Ah, c'est sûr que la puissance est bonne, ça c'est certain. Mais la moto, ça reste un sport humain. Donc on peut avoir de la puissance, mais il faut pouvoir l'utiliser. Et puis il faut pouvoir tourner, freiner. La puissance, ça n'est pas tout. Et s'il y en a trop, ça n'est pas bon. À mon avis, le point fort aussi, c'est la maniabilité de cette moto. Oui, c'est vrai. Ouais, d'origine, la moto est très maniable. On n'a pas changé tant de choses que ça sur cette moto standard. La moto d'origine comporte une géométrie idéale. On l'a gardée, hein. On a gardé le châssis, on a gardé le bras oscillant, on n'a pas changé tant de choses. Oui, l'amortisseur. Oui, c'est sûr qu'on a ajusté les suspensions, la démultiplication et d'autres choses. Quelle est la perception au Japon de vos victoires? Ça a changé quelque chose? Oui, ça a changé beaucoup, oui. Cette année en particulier. Honda n'a pas eu tant de bons résultats que ça cette année, en MotoGP notamment, en Superbike. Et dans d'autres compétitions, il n'y a pas eu tant de bons résultats que ça, dans les courses internationales. Et cette Fireblade, eh ben, on a représenté avec cette Fireblade. Que pensez-vous de l'évolution du championnat du monde d'endurance? Je pense que l'endurance, c'est la vie, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et c'est surtout des courses marathon. On a voilà, des courses longues, des courses marathon, et ça dure depuis plusieurs années. Mais surtout, encore une fois, c'est cette moto, cette compétition, c'est la vie. Combien de temps ça prend de transformer cette moto d'origine en cette moto de course? Mon mécanicien le sait. Sans doute qu'il peut le faire en 30 minutes. Non, mais pour l'ensemble. Pas si long, ça n'est pas si long. On n'a pas changé tant de choses comme je vous l'ai dit. Tout est possible avec la moto quasiment d'origine. On fait quelques améliorations. On a vu que vous n'allez pas continuer avec Freddy Forel l'an prochain. Vous savez qui va le remplacer? Oui, on lui a dit au revoir. Vous savez qui va le remplacer? Thank you very much.
Non, merci, mais je suis un ancien pilote de RC30. Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais, regardez pas derrière. Hein. Dans la ligne droite, faites gaffe. Oui, alors la puissance n'est pas tout à fait la même. Non, mais voilà, Freddy, on lui a dit au revoir, comme je l'ai dit. On va chercher un nouveau talent, un autre pilote, pour rejoindre notre équipe. C'est la vie. C'est la vie du sport. Mais j'ai dit à Freddy tout ce qu'on lui doit, tout ce qu'il nous a apporté. Merci à lui. Cette saison, les précédentes aussi. Et il est mon ami, Freddy. Thank you for this interview. Merci. Merci Fuji. Et évidemment, on vous retrouve en endurance dans très peu de temps, en espérant que la saison ne va pas être perturbée. À bientôt. Merci. Voilà, vous avez découvert un vrai personnage en cette personne de Fuji-san. Hein. On peut le dire comme ça, Sébastien et Bruno. C'est un vrai personnage. Est-ce qu'il est facile à vivre dans le contexte de la course, justement ? Alors dans le contexte de la course, le week-end de course, il est hyper concentré, tout comme le reste du staff, japonais, espagnol et français d'ailleurs. Donc on reste très concentré. En dehors du programme de course, il est extrêmement abordable, on peut parler de plein de choses. Et c'est un personnage atypique et attachant. I ordered 2 euros. Do you remember? Oh, we don't try. Very fine. We are sitting. We use the QP. Okay? Understand? Understand, yeah. Oh, the too much job. We are not so bad. Average is good. You are the champion. Yeah. Don't forget. We are leader. If this race, best is win, of course, understand. But I'm not interested. If God, podium, happy. If horse, hips, enough. Our goal, we need getting championship. Okay? C'est vrai que c'est une équipe franco-japonaise. Il y a même aussi du staff belge, espagnol. Mais c'est bien de montrer cette culture japonaise finalement parce qu'on connaît la qualité des motos japonaises, mais la culture pas forcément. Et là, on a vraiment un ambassadeur intéressant, dynamique, assez séduisant. Et il détonne quand même parce que quand on voit les réponses qu'il dit à David, la place de troisième pilote c'est toi, on t'attend, ça détonne quand même. C'est pas tout à fait dans la culture japonaise très rigoureuse. Effectivement, et pourtant il peut l'être vraiment, ce que disait Bruno. Et puis quand on voit la qualité de la moto et les performances de la moto, c'est quelqu'un de très rigoureux, mais séduisant, sympa, assez fun. Et c'est vrai que tu as porté cette culture japonaise un peu différente par rapport au code qu'on a l'habitude d'avoir entre nous, de communication. Voilà. C'est très frais, c'est très dynamique et excellent de partager ces différentes cultures. Ouais, puis il y a aussi un point important, c'est qu'on parle de Honda France, on parle donc de Fuji-san, donc de la partie japonaise, mais il y a aussi une troisième partie qui est espagnole, parce qu'à la base, il y a une association aussi avec l'Espagne. Alors effectivement, Bruno pourra en parler notamment sur la partie technique, il sait mieux que moi, mais nous, quand ce projet a démarré, il s'appuie aussi sur un staff technique basé en Espagne, impliqué dans différents championnats locaux, mais à de très bons niveaux. Donc effectivement, on a des Français, des Japonais, des Espagnols, des Belges, et qui sait, peut-être que ça va continuer à évoluer. Bon, écoutez, on va suivre ça avec intérêt. Alors nous, par contre, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va aller avec Bruno un petit peu plus loin dans une autre partie plus large. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va passer directement au comparatif entre la Fireblade d'origine, la CBR 1000RR, donc Fireblade d'origine, et la moto d'endurance, voir un petit peu tout ce qui a été nécessaire de rajouter ou de travailler pour arriver à cette moto victorieuse des 24 heures du Mans. Ah oui, vous nous avez préparé ça comme il faut, hein, la moto de course, la moto de série, la moto des 24 heures, c'est ça hein? La moto qui a gagné les 24 heures du Mans, avec laquelle le team a fait podium à Estoril également. Et puis une moto de série, donc qui est dans sa version standard, puisqu'on a les 2 modèles au catalogue.
D'accord. Bon, alors Bruno, tu vas te focaliser évidemment sur la moto de course. Tu seras bien plus à même que moi pour donner les différences. Et donc on va. Bon, par contre, on enlève les masques. Hein, on est suffisamment loin l'un de l'autre, donc ça va être un peu plus pratique pour parler. Donc on va passer poste par poste et puis on va énumérer les différences. Alors évidemment, la première chose, esthétiquement parlant, entre la moto d'origine et la moto de course, on enlève tout le superflu. On enlève tout le superflu, carénage carbone qui remplace le plastique. Les rétros, support de plaque, ça permet de gagner beaucoup de kilos déjà, assez rapidement et facilement, puisqu'on est à environ, quand on a tout retiré, 8 kilos, 7-8 kilos de moins que la moto d'origine. Ah oui, d'accord. Ensuite, j'imagine qu'au niveau de l'électronique, donc d'abord le tableau de bord et les phares, c'est plus du tout la même chose. On n'a plus la même chose, le tableau de bord, la base est la même, sauf qu'il y a des compléments qui sont apportés par le team TSR. Au niveau de l'électronique, beaucoup au niveau de l'électronique, c'est un gros travail qui est fait de mise au point pour contrôler la consommation essentiellement, mais également au niveau de l'éclairage, pour optimiser l'éclairage pour les courses de 24 heures. C'est un éclairage à LED ? C'est un éclairage full LED. D'accord, ok. Alors, comme on est au phare, on va descendre un petit peu plus bas et on se retrouve sur la fourche et les phares. Alors, comme c'est le modèle standard de Fireblade, on est en Showa et en Nissin et c'est exactement la même chose sur la moto de course. Exactement. C'est les mêmes fournisseurs, voilà, mais avec leurs produits haut de gamme de chez haut de gamme, le modèle Racing complet de chez Showa et de chez Nissin. On a des étriers 6 pistons alors que d'origine c'est du 4 et une fourche en 48 mm de chez Showa 100% usine. D'accord. Évidemment, le système de freinage avec le système d'écartement des étriers pour pouvoir faciliter l'accès à la roue avant. Exactement. La moto, on est engagé en catégorie EWC, donc on a droit au démontage rapide. Et c'est le cas à l'avant où, dès qu'on retire la roue, les étriers s'écartent. Le technicien a juste à les réaligner avec les disques quand on remet la roue. On recule un tout petit peu, on passe au réservoir. Là aussi, ça semble presque pareil, mais en fait, non. Alors non. Il est vrai que aussi bien le carénage que les formes générales de la moto doivent rester à l'identique de l'origine. Donc il y a un gros travail qui est fait pour optimiser l'autonomie, puisqu'on a droit à 24 litres, avec ce réservoir donc, qui est fait entièrement en aluminium, avec une pièce qui est rajoutée en carbone, les deux vannes, une pour rentrer l'essence, l'autre pour extraire l'air, pour gagner du temps au remplissage. Et nous, on a un petit peu moins de 24 litres. On n'a pas tout à fait les 24 litres sur ce réservoir. Alors ensuite, on passe au poste pilotage. Évidemment, sur le modèle d'origine, on a une biplace. Ce n'est pas du tout le cas pour l'endurance. Ce n'est pas le cas pour l'endurance, bien évidemment. Pas mal de travail sur l'arrière, du fait déjà de l'intégration du réservoir, plus une simplification en cas de dépose rapide nécessaire si chute. Minimiser le nombre de pièces électriques à l'arrière, c'est toujours compliqué d'intervenir quand il y a eu chute en termes de démontage. Mais la partie arrière reste assez similaire puisque la version standard est très épurée, très simple. Quand tu dis intégration du réservoir, c'est que le réservoir remonte sous la selle, c'est ça? Oui, le pilote il est assis sur une partie en dessous sous lui, il y a un peu d'essence, ouais. Pour optimiser l'équilibre général et avoir la meilleure répartition des masses possible. D'accord. Donc après, on va reculer, on va aller sur le bras oscillant. Alors comme ça, de visu, ça semble être globalement le même, c'est le cas? Alors c'est quasiment le même, sauf qu'il est passé entre les mains des ateliers de chez TSR. Pour y installer tout le système pour le démontage rapide de la roue arrière également. Donc ça c'est la pièce d'origine qui est modifiée et donc n'importe quel team qui voudrait s'engager en endurance en catégorie EWC peut très bien contacter TSR, envoyer leur bras d'origine, TSR va modifier le bras oscillant et leur renvoyer prêt à courir. Alors pour finir avec la partie arrière, on reste sur l'échappement. Comme sur la moto d'origine, je vérifie, mais c'est bien ça, c'est un pot à Krapovic. Ce n'est pas tout à fait le même, là encore, j'imagine. Ce n'est pas tout à fait le même, parce que celui-là il est prévu en version Racing, donc les normes de bruit sont légèrement différentes. Mais effectivement, le choix a été retenu d'utiliser un échappement à Krapovic de par son niveau de performance que l'on a avec la moto d'origine, avec le montage de série. Alors évidemment, on va revenir au niveau du cadre pour la pièce maîtresse parce que c'est le moteur et là j'imagine qu'entre la moto d'origine et la moto de course ça n'a plus rien à voir. Alors on pourrait penser que ça n'a plus rien à voir mais en fait c'est exactement la même chose. Un détail près qui est l'embrayage. Donc comme vous l'avez vu, le team s'appelle FCC TSR Honda France, FCC qui est le premier fabricant au monde d'embrayage et dans la moto on a un système d'embrayage anti-dribbling qui est au catalogue HRC,
donc n'importe quel team peut également commander, puisqu'on a exactement la même chose, avec des spécifications endurance. Il y aura des spécifications endurance, des spécifications superbike, on a exactement la même chose, mais le moteur est d'origine. Maintenant, j'allais te dire, c'est toujours un peu complexe, mais si on devait lui donner une valeur à cette moto, quelle serait-elle ? Alors c'est très compliqué à dire, parce que si on met bout à bout toutes les heures d'ingénierie qu'il a fallu engager pour développer les pièces spécifiques, parce que TSR développe pour Honda les pièces pour l'endurance, on peut estimer globalement la moto d'endurance à 4 fois le prix de la moto d'origine, globalement. Donc une moto d'origine, c'est 26 000 €. Ouais, 25 000 € en fonction des modèles. Donc 4, 4 x 6, 24, 4 fois, ça fait 100, un peu plus de 100 000 €. Ouais, je pense, ouais, dans les 100 000 €. Ouais. Alors justement, on parlait de moto de course, on parlait de moto d'origine. Et bien justement, on va s'attarder un petit peu plus sur le cas de la Fireblade. On va retrouver pour cela Fabrice Rocoq, qui est le responsable de la division moto, et on va parler un petit peu futur et commerce. Voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant sur ce projet qui est né de l'association entre Honda France et TSR FCC. On va accueillir maintenant Fabrice Rocoq, qui est le directeur de la division motocycle chez Honda France. Merci de nous rejoindre, Fabrice. Bienvenue, Eric. Voilà, donc on a découvert un peu le site de Marne-la-Vallée, donc un site assez imposant. On va parler évidemment de la Fireblade, puisque c'est l'élément clé du projet. Cette Fireblade, elle est arrivée cette année, on va dire. C'est une hypersportive. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente le marché de l'hypersportive sur le marché de la moto, justement? Alors l'hypersportive, c'est une toute petite partie du marché, sur un marché 2019 de 185 000 unités. C'est à peu près 1%, c'est un petit peu moins de 2000 unités. Là, je ne mesure que les motos de 1000 cm3. Après, il y a aussi à peu près 3000 unités qui sont constituées de ce qui est 400, 500, 650 cm3. Pour moi, l'hypersportive, c'est vraiment la 1000 cm3. Et donc là, c'est vraiment 1% du marché. Donc c'est vrai que c'est tout petit, mais c'est un investissement important pour la marque, par rapport à l'ADN de la marque. Le sport mécanique et l'investissement sur les circuits est extrêmement important pour nous. C'est dans l'ADN depuis le départ. Soichiro Honda a toujours eu la course vraiment comme priorité numéro 1 pour promouvoir l'entreprise. Ça permet aussi de motiver les gens en interne. Donc cet investissement, il n'est absolument pas remis en cause et il est véritablement fondamental. Donc on continuera à investir, même si on vend peu de machines, ça a une incidence sur la marque qui est forte. On estime quand même que potentiellement un acheteur d'Africa Twin, un acheteur de XADV, potentiellement peut être motivé, on va dire, par les résultats de la Fireblade. Et en France, on a encore une chance supplémentaire, c'est un peu égoïste de le dire, mais on a sur le carénage le logo Honda France, donc c'est assez rare qu'une marque japonaise basée à Tokyo décide d'apposer Honda France sur son carénage pour faire la promotion au niveau mondial et être championne du monde d'ailleurs. Alors justement, par rapport à tout ça, comment elle a été accueillie, cette Fireblade, dans le réseau? Est-ce qu'il y avait une attente, parce que c'est vrai qu'on voyait sur le marché de la super sportive BMW, enfin vos concurrents, on va dire, être bien présents. Et cette Fireblade, comment elle a été accueillie? Quelles sont les attentes? Et vous, quelles sont vos projections par rapport à ce modèle? Alors, il faut le dire, on était les derniers, en fait. C'est-à-dire que... Je n'osais pas le dire, mais si tu le dis, c'est mieux. Il faut savoir le dire. On était les derniers. La dernière vraie, entre guillemets, Fireblade, telle qu'elle avait été conçue, partant d'une page blanche, c'était 2008. Donc 12 ans, c'est vrai que c'est pour une sportive, c'est évidemment un temps long. Elle a été bonifiée, elle a été modifiée en 2017. Et puis avant, il y a eu quelques autres versions. Mais on était effectivement le dernier constructeur à ne pas avoir encore renouvelé sa super sportive. On l'a fait avec un degré d'exigence et un degré de performance inouï, en fait. C'est-à-dire que même en 2017, quand la dernière évolution était sortie, on travaillait déjà intensément sur cette toute nouvelle version. Donc de nombreuses années ont été nécessaires pour vraiment investir vraiment de manière colossale, avec un résultat improbable, même incroyable, qui est la victoire aux 24 heures du Mans pour sa première sortie. Donc une promotion évidemment énorme, une demande aussi des clients très forte, parce qu'eux-mêmes attendaient, nos concessionnaires de la même manière, qui étaient frustrés. D'autant plus que la dernière version 2017 n'avait pas non plus délivré un niveau de performance suffisant dans toutes les catégories dans lesquelles elle était engagée.
Donc là, on a eu un engouement incroyable. On a pris des précommandes au mois de novembre déjà l'année dernière. Ah oui, quand même. Il faut quand même savoir qu'il y a une centaine de clients à peu près qui ont signé des chèques en blanc sans même monter sur la moto, avec un prix en plus situé sur la tranche haute, avec un mix qui est intéressant en fait, parce que sur les super sportifs, tous nos concurrents procèdent de la même manière. On a un modèle de base et un modèle super sport avec les suspensions pilotées électroniques. Donc quasiment tout le monde a ce double niveau. Et si on analyse le marché, tout le monde vend 80% de versions de base et 20% de versions ultimes. Nous, on a fait le contraire. On a fait 80% de versions SP et on s'aperçoit que les clients veulent vraiment investir. Il y a 4 500 € d'écart. Ils les mettent, ils dépensent l'argent parce qu'ils ont vraiment envie d'avoir la machine véritablement ultime. Et la machine ultime, elle a gagné au Mans avec un moteur de série. Donc ça prouve une qualité d'engineering et de recherche et développement colossale pour un niveau qui la situe évidemment au très très haut niveau et au top de la catégorie super sport. Concrètement, sur les ventes, vous en attendez quoi, vous, au niveau de Honda France? C'est 500 unités à peu près. Ouais. Sur ce segment-là, on s'aperçoit en fait qu'il y a un phénomène aussi un petit peu d'usure, c'est-à-dire de cycle de vie. La première année, chaque marque qui présente une super sportive, c'est la super sportive. Ça fait 500 à 600 à peu près unités. Ça redescend un petit peu après, à 300, 400. Donc voilà, nous on est sur cet ordre d'idée. On pense que l'année prochaine elle a encore un peu ses chances parce que le Covid est passé par là aussi et donc ça a perturbé un petit peu la saison. Donc normalement on a toujours tendance quand même à livrer les motos en mars-avril. Là on a loupé un peu ces 2 mois-là, ça s'est un peu décalé. Donc je pense que l'année prochaine on va essayer quand même de refaire un niveau de performance de cet ordre-là. Fabrice, d'après ce que tu nous expliques, la vision que vous avez, c'est à peu près la même qu'il y a certainement chez vos concurrents. Pour vous, le marché de l'hypersportif, c'est un marché qui est pérenne de toute façon? C'est un marché qui est stable. Donc en fait, il est faible, mais il est stable. Ça veut dire qu'il y a effectivement un fonds de commerce, entre guillemets, qui est clairement établi, avec des clients qui ont vraiment envie de se faire plaisir. Par contre, là où il y a une vraie évolution et un vrai changement, c'est dans la nature de l'utilisation de la machine. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, alors les volumes étaient évidemment beaucoup plus forts, mais il y avait une bonne utilisation de la machine sur la route. Là, c'est quasiment terminé. Aujourd'hui, on ne peut quasiment plus rouler avec ces machines sur la route par la réglementation, mais par aussi le niveau de performance qui est stratosphérique. En France, on n'a pas le droit de dépasser 130 km/h. On le fait en première, quoi. La première, c'est 168 km/h sur une Fireblade. Alors c'est un peu long peut-être, oui. C'est un sujet. Mais en tout cas, je veux dire, c'est complètement inadapté. Donc il y a un transfert vraiment de l'activité vers le circuit qui est notoire. Tu disais tout à l'heure que c'était la vitrine, qu'il y allait donc y avoir cette implication en endurance, ça on l'a bien compris. Est-ce que vous, à votre niveau, au niveau d'Honda France ou au niveau même des autres filiales européennes, est-ce qu'il y a une volonté de l'engager sur des championnats nationaux, sur d'autres choses que vous, l'endurance? Enfin, je parle d'Honda France en tout cas. Alors oui, il y a une réflexion, parce que cette machine, elle vient juste d'arriver. Les premiers résultats en endurance donc, sont excellents et donc suscitent la curiosité et l'intérêt de nombreux teams, ce qui n'était pas le cas depuis un certain nombre d'années. Donc effectivement, il y a pas mal de projets qui nous sont soumis et qui potentiellement effectivement pourraient aller jusqu'à un engagement sur des championnats nationaux. C'est quand même des gros budgets. Nous, on n'a pas forcément la capacité d'accompagner plusieurs teams. On réfléchit en fait pour notre implication sur ces championnats-là en France. Et puis aussi, alors on voit en Angleterre évidemment avec le BSB, donc évidemment où la machine évidemment. Là-bas, il y a une très forte culture du championnat national. Donc la Fireblade y est engagée. Et dans les autres pays, après, voilà, il y a des cultures parfois un petit peu différentes. Bon, le World Superbike est plus influent, notamment en Allemagne. Mais de toute façon, on part de tellement loin. Sur les grilles, il y a quasiment plus de Honda depuis 7 ans, 8 ans. Donc là, maintenant, on a enfin la machine qui va être capable de rouler dans des configurations stock déjà de base à très haute performance. Donc, concrètement, dans tous les pays, oui, il va y avoir des implications locales. Parfait, merci beaucoup.
Merci Eric, et puis souhaitons une longue carrière à cette machine. Et donc, encore une fois, c'est l'ADN de la marque. Ouais. Donc, nous, il y a un engagement très fort de Honda de continuer à développer des machines super sportives avec des niveaux de performance très élevés. Voilà, cette émission de Sans Concession consacrée à Honda France et FCC TSR est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. On se retrouve, nous, très rapidement pour un prochain opus. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.